Le vieux maître se tient au bord de la rivière, observant l'eau glisser sans effort autour des rochers, sans résistance. Un étudiant s'approche, troublé par les luttes incessantes de la vie, en quête de réponses pour mettre fin à la souffrance. Le maître ne dit rien. Il désigne l'eau. L'élève ne comprend pas. Le maître sourit et s'éloigne. Ce moment renferme tout l'enseignement du taoïsme. Mais pour le saisir, il faut désapprendre presque tout ce que la civilisation moderne nous a appris sur la façon de vivre. Le taoïsme a émergé dans la Chine ancienne il y a plus de 2500 ans, non pas comme une religion, mais comme une voie pour appréhender la réalité avec clarté. Il repose sur un paradoxe qui semble impossible. Moins on force, plus on accomplit. Moins on s'accroche, plus on possède. Moins on résiste, plus on devient fort. Nous explorerons cela à travers 3 mouvements: le problème, la voie et la pratique. La tyrannie de l'effort. La vie moderne obéit à une formule simple: identifier son objectif, élaborer un plan, déployer tous les efforts nécessaires, surmonter tous les obstacles et atteindre le but. C'est ce que nous appelons la réussite. Des civilisations entières se construisent sur ce modèle. Mais quelque chose ne va pas. Plus on court après le bonheur, plus il nous échappe. Plus on essaie de contrôler nos vies, plus elles deviennent chaotiques. Plus on s'accroche, plus tout nous glisse entre les doigts. On s'épuise à poursuivre des objectifs qui, une fois atteints, ne nous apportent aucune satisfaction. On résout un problème pour en créer 3 autres. Ce n'est pas un échec. C'est le résultat inévitable de nager à contre-courant. Le taoïsme avait déjà diagnostiqué ce problème bien avant l'ère des applications de productivité et de l'optimisation de soi. Les textes anciens décrivent une humanité coupée de son état naturel, qui tente de contraindre la réalité à se conformer à des idéaux conceptuels au lieu de l'accepter telle qu'elle est. Le Tao Te Ching, écrit vers 400 avant notre ère, probablement par un certain Lao Tzu, s'ouvre sur un avertissement. Le Tao qui peut être exprimé par la parole n'est pas le Tao éternel. La réalité elle-même résiste à nos tentatives de la saisir par les mots, de la définir, de la contrôler par des techniques. Pourtant, c'est précisément ce que nous faisons tout notre temps. Nous élaborons des modèles complexes de ce que devrait être le monde, puis nous souffrons lorsque la réalité se dérobe à nos exigences. Nous construisons des identités à partir d'idées, puis nous défendons ces constructions comme si notre survie en dépendait. Nous établissons des règles de vie, puis nous nous infligeons une véritable torture en tentant de les respecter. Le problème n'est pas un manque de volonté ou de discipline. Le problème, c'est que nous essayons de construire un barrage sur une rivière avec nos mains. L'invention de la souffrance. Un cerf ne se soucie pas d'être un bon cerf. Un arbre ne lutte pas pour pousser correctement. L'eau ne se demande pas si elle coule correctement. La nature fonctionne sans conscience de soi, sans le fossé douloureux entre ce qui est et ce qui devrait être. L'être humain est différent. Nous seuls possédons la capacité de prendre du recul par rapport à l'expérience directe et de l'évaluer, de comparer ce qui se passe avec les représentations mentales de la façon dont les choses devraient se dérouler. Cette capacité d'abstraction est à la fois notre plus grand don et notre plus grande faiblesse. Le sage taoïste Chuang Tzu raconte l'histoire d'un gardien de singes qui annonce qu'il donnera à ses singes 3 glands le matin et 4 le soir. Les singes, furieux de cette injustice, voient leur nourriture transformée. Le gardien inverse alors la donne. 4 glands le matin, 3 le soir. Les singes se réjouissent. Rien n'a changé, si ce n'est leur perception. C'est ainsi que nous créons la plupart de nos souffrances. Non pas par les événements eux-mêmes, mais par notre rapport aux événements, par les histoires que nous nous racontons sur ce qui se passe et sur sa signification. Quelqu'un vous insulte. L'insulte en elle-même n'est qu'un son qui vous parvient, mais vous l'interprétez à travers une multitude de significations. Ce qu'elle révèle de votre valeur, comment réagir, ce que les autres vont penser, votre capacité à supporter cet affront. En quelques secondes, vous avez bâti tout un édifice de souffrance à partir d'un simple événement sensoriel. Le Tao Te Ching l'affirme clairement. Quand on perçoit la beauté, on crée la laideur. Quand on perçoit le bien, on crée le mal. Dès l'instant où nous divisons la réalité en concepts opposés, nous créons les conditions de la souffrance psychologique. Cela ne signifie pas que la beauté et la laideur n'existent pas en tant qu'expérience. Cela signifie que la souffrance naît lorsque nous nous accrochons à l'une et résistons à l'autre, lorsque nous exigeons que la réalité se conforme à nos préférences au lieu d'accepter ce qui est. La prison de l'identité. Observez un jeune enfant avant qu'il n'ait pleinement conscience de lui-même. Il passe d'un état à l'autre avec fluidité.
Il pleure un instant, puis rit l'instant d'après. Il est en colère, puis se met aussitôt à jouer. Il n'a pas encore construit l'identité rigide qui l'emprisonnera plus tard. En vieillissant, nous construisons un récit complexe sur qui nous sommes. Je suis ce genre de personne. Je ne suis pas ce genre de personne. Je suis intelligent, brillant, bienveillant, fort, créatif, logique. Cette identité nous procure un sentiment de stabilité, celui d'appartenir à une catégorie bien définie dans un monde chaotique. Mais le maintien de cette image de soi construite exige un effort constant. Nous devons la défendre contre toute preuve contraire. Nous devons la présenter de manière cohérente aux autres. Nous devons faire des choix qui la renforcent. Nous devenons prisonniers de notre propre conception de nous-mêmes, incapables d'agir en contradiction avec le récit que nous nous sommes forgés. L'approche taoïste est radicalement différente. Au lieu de construire et de défendre une identité fixe, il s'agit de se vider. Laisser se dissoudre le sentiment d'être un moi permanent et immuable. Ce qui demeure, c'est la conscience elle-même, qui réagit avec fraîcheur à chaque instant, libérée du fardeau de maintenir une personnalité constante. Zhuangzi décrit cela comme un « jeûne du cœur et de l'esprit ». Il ne s'agit pas de s'abstenir de nourriture, mais de vider sa conscience des concepts, opinions et images de soi accumulées. Lorsque le cœur et l'esprit sont vides, ils peuvent refléter la réalité avec la même clarté qu'un étang immobile reflète la lune. Pour une oreille moderne, cela sonne comme une annihilation. Si je ne suis pas cette personne avec cette histoire, ses traits de caractère, ses objectifs, alors qui suis-je ? La réponse taoïste : vous êtes l'espace dans lequel l'expérience se déroule, et non un contenu particulier de l'expérience. La vague se croit une entité distincte, différente des autres vagues, avec sa propre identité et sa propre trajectoire. Mais elle n'est qu'une formation éphémère dans l'océan. Elle n'a jamais été séparée. Le sentiment d'être une vague isolée est une illusion créée par un mode d'attention particulier. Lorsque cette illusion se dissipe, la souffrance ne s'intensifie pas. Elle prend fin. Car il n'y a plus de moi séparé à défendre, à préserver, à craindre du changement. La contradiction. Voici le problème fondamental. On nous incite à rechercher le bonheur, à réussir, à nous améliorer, à laisser notre empreinte sur le monde. Toute la structure de la société moderne repose sur le postulat qu'à force d'efforts, nous pouvons modeler notre vie à notre guise. Mais l'effort engendre de la résistance. Plus on s'efforce de faire bouger les choses, plus on crée de tensions dans le système. Ces tensions produisent l'effet inverse de celui escompté. Essayez de vous endormir par la seule force de votre volonté. Essayez d'être spontané en suivant une technique. Essayez de vous détendre en vous concentrant intensément sur la relaxation. L'effort même est voué à l'échec. Lao Tse observait ce schéma partout. La douceur triomphe de la dureté. La souplesse triomphe de la rigidité. L'eau sculpte la pierre non par la force mais par une douceur persistante. Le bambou survit à la tempête en se courbant. L'arbre rigide se brise. Nous constatons ce principe à l'œuvre dans tous les domaines, mais nous peinons à l'appliquer à notre propre vie. Nous savons que trop forcer une conversation nous rend maladroits, que serrer une batte de baseball trop fort nuit à notre swing, que forcer la créativité bloque l'inspiration. Pourtant, nous continuons d'aborder les grands défis de la vie avec une énergie débordante. La contradiction est plus profonde. Plus on tente de contrôler ses pensées, plus elles deviennent chaotiques. Plus on recherche le plaisir, plus il s'évapore. Plus on craint la mort, moins on se sent vivant. Plus on s'accroche aux relations, plus les gens s'éloignent. Ce n'est pas un hasard. Cela révèle quelque chose de fondamental sur la nature de la réalité. L'univers ne réagit pas bien à la force. Il réagit à l'harmonie, à la coopération, à ce que les taoïstes appellent le wu-wei. Wu-wei. Le wu-wei est généralement traduit par non-action ou action sans effort, mais ces traductions occultent la vérité subtile que le terme recèle. Le wu-wei ne consiste pas à ne rien faire, mais à agir en harmonie avec le cours naturel des choses plutôt que de leur imposer sa volonté. Observez un menuisier expérimenté. La scie traverse le bois non pas parce qu'il la force, mais parce qu'il a parfaitement aligné son mouvement avec le fil du bois, avec sa nature même. La coupe se fait presque d'elle-même une fois le bon alignement établi. Observez quelqu'un se déplacer sur un trottoir bondé. Il ne planifie pas consciemment chacun de ses pas. Il ne force pas le passage. Il se déplace avec fluidité, effectuant de minuscules ajustements en fonction des mouvements des autres, trouvant des ouvertures qui apparaissent et disparaissent en une fraction de seconde. Toute réflexion consciente serait bien trop lente. Le corps sait bouger instinctivement, sans que l'esprit n'intervienne,
C'est le Wu Wei. Une action qui surgit spontanément d'une perception claire de la situation, sans planification, stratégie ni effort forcé. Elle semble naturelle non pas parce qu'elle ne requiert aucune énergie, mais parce qu'il n'y a aucune résistance intérieure, aucune partie de vous qui lutte contre ce que vous faites. Le Tao Te Ching décrit le sage comme celui qui agit sans agir, enseigne sans parler, produit sans posséder, agit sans attendre. Cela paraît mystique jusqu'à ce qu'on le reconnaisse dans l'expérience ordinaire. Une mère entend son enfant pleurer la nuit. Elle n'hésite pas à réagir. Elle ne pèse pas le pour et le contre. Elle agit instinctivement, guidée par une réaction naturelle. C'est une action spontanée, sans la contrainte d'une réflexion consciente. Le cuisinier qui a préparé le même plat 10 000 fois ne suit pas de recette. Ses mains savent ce qu'il faut faire. Les ingrédients lui parlent, lui indiquant ce dont il a besoin. Le processus se déroule avec une fluidité qui paraît magique à celui qui se fie encore à un mode d'emploi. Le Wu Wei est ce qui subsiste lorsqu'on élimine les interférences inutiles qui entravent l'intelligence naturelle, laquelle sait déjà réagir de manière appropriée. Mais y parvenir exige de comprendre ce qui constitue une interférence. Le chemin du cours d'eau. L'eau ne discute jamais avec les obstacles. Elle ne se plaint pas qu'une pierre ne devrait pas se trouver sur son chemin. Elle n'élabore pas de stratégie complexe pour les déplacer. Elle s'écoule simplement autour, par-dessus ou, si nécessaire, à travers, empruntant le chemin de moindre résistance tout en restant fidèle à sa nature. C'est la voie de l'eau, métaphore centrale du taoïsme pour appréhender la vie. Une voie non rigide, non avide, non forcée, mais réactive, adaptable et persévérante, sans agressivité. Alan Watts, qui a fait connaître les idées taoïstes au public occidental au milieu du XXe siècle, a souligné que l'eau, malgré sa douceur apparente, n'est pas faible. Avec le temps, elle érode les montagnes. Elle façonne des paysages entiers, mais elle accomplit cela par la souplesse plutôt que par la confrontation. Ce principe s'applique partout. Dans une conversation, imposer son point de vue crée de la résistance. Écouter attentivement et répondre à ce qui est réellement dit favorise la fluidité des échanges. En cas de conflit, répondre à l'agression par l'agression ne fait qu'aggraver la situation. Y répondre par un calme maîtrisé permet souvent de l'apaiser. Cela ne signifie pas accepter passivement les situations néfastes. L'eau retenue par un barrage ne cesse pas d'être de l'eau. Elle accumule de l'énergie potentielle et, lorsque l'occasion se présente, elle se déchaîne avec une force prodigieuse. Mais cette force n'est pas une force de contrôle rigide. C'est la puissance de la nature qui s'exprime par le chemin de moindre résistance. Le Tao Te Ching affirme « Rien au monde n'est plus doux que l'eau, et pourtant rien n'est plus efficace pour vaincre ce qui est dur et fort. » Il ne s'agit pas ici de faire l'éloge de la faiblesse, mais de reconnaître que ce qui paraît doux recèle une force d'une autre nature, une force qui s'allie à la réalité plutôt que de la combattre. Te, le pouvoir de la vertu. Le Te est la puissance qui émerge naturellement lorsqu'on s'aligne sur le Tao, la force intrinsèque des choses telles qu'elles sont, sans artifice ni contrainte. On le traduit souvent par vertu, mais non au sens moralisateur. Le Te est l'excellence inhérente à chaque chose lorsqu'elle exprime pleinement sa nature. Un arbre possède la capacité de transcendance, TE, lorsqu'il pousse conformément à son espèce, sans chercher à être autre chose. Un chat possède la capacité de transcendance, TE, lorsqu'il se déplace avec une grâce féline parfaite. Une personne possède la capacité de transcendance, TE, lorsqu'elle agit selon sa nature profonde, plutôt que sous l'influence du conditionnement social ou des exigences de son ego. Ce pouvoir est différent de la force. La force exige un effort constant, un entretien permanent. Dès qu'on cesse de l'utiliser, ses effets disparaissent. Le Te, au contraire, agit sans effort car il s'inscrit dans la réalité plutôt que de s'y opposer. Imaginez une personne qui possède une autorité véritable par opposition à une personne qui occupe simplement une position de pouvoir. La première influence les autres naturellement, par sa personnalité. La seconde, en revanche, doit constamment affirmer son contrôle car rien dans son caractère n'inspire le respect. Lao Tse décrit ainsi cette distinction. Le plus grand souverain est presque inconnu. Le suivant est aimé et loué. Le suivant est craint. Le pire est méprisé. Le sage qui incarne le Te n'a pas besoin de proclamer sa sagesse. Elle émane de lui comme la lumière du soleil. Cela a des implications profondes sur notre approche du développement personnel. La plupart des stratégies d'amélioration fonctionnent par la force. Identifier ses défauts, les combattre, s'imposer de meilleures habitudes par la discipline.
Cela engendre un conflit intérieur, épuisant l'individu à lutter contre sa propre nature. L'approche taoïste est différente. Au lieu de lutter contre ce que vous êtes, découvrez votre véritable nature sous les couches de conditionnement. Au lieu d'imposer des vertus extérieures, éliminez les obstacles qui empêchent vos vertus intrinsèques de s'exprimer naturellement. Un jardinier ne fait pas pousser les plantes. Il crée les conditions propices à leur croissance naturelle. De même, on ne se force pas à devenir sage ou compatissant. On élimine les obstacles qui empêchent la sagesse et la compassion d'émerger naturellement. Le principe du retour? Dans la nature, tout se meut par cycle. Le jour cède la nuit, puis le jour se répète. Les saisons se succèdent. La respiration est un mouvement continu. La naissance engendre la croissance qui mène à la décomposition puis au renouveau. Rien n'est immuable. Tout se transforme. Lao Tse a observé. Le retour est le mouvement du Tao. L'abandon est la voie du Tao. L'univers fonctionne par oscillation entre des opposés complémentaires et la sagesse consiste à reconnaître ces schémas plutôt qu'à tenter de figer la réalité à un seul pôle. Nous souffrons parce que nous aspirons à la permanence là où elle est impossible. Nous désirons un bonheur constant, un succès sans fin, des relations immuables, un corps qui ne vieillit pas. Ce désir de statu quo contredit la nature fondamentale de l'existence. Observez vos états émotionnels tout au long de la journée. Votre énergie fluctue. Votre humeur passe de légère à lourde, puis de nouveau à légère. Votre attention se focalise et se disperse. Nul besoin de corriger ces variations, il s'agit du rythme naturel du système nerveux humain. Mais nous considérons le manque d'énergie comme un problème à résoudre, les émotions négatives comme des échecs à surmonter, l'attention dispersée comme une faiblesse à éliminer. Nous menons une guerre contre les fluctuations mêmes qui constituent la vie. La perspective taoïste accepte le cycle complet. Haut et bas, expansion et contraction, clarté et confusion, tout à sa place. Tenter de rester constamment à un seul pôle revient à essayer d'inspirer sans jamais expirer. Cela ne signifie pas accepter passivement les situations néfastes. Cela signifie plutôt travailler en harmonie avec le rythme naturel des choses, et non contre lui. Lorsque votre énergie est faible, reposez-vous. Lorsqu'elle est forte, agissez. Lorsque vos émotions sont tumultueuses, laissez-les vous traverser sans résistance. Lorsqu'elles sont calmes, savourez ce calme, sachant que la situation évoluera à nouveau. Les saisons nous l'enseignent parfaitement. La croissance exubérante du printemps cède la place à la plénitude de l'été, qui cède ensuite la place au déclin de l'automne, lequel s'abandonne à la dormance hivernale. Chaque phase est nécessaire. Lutter contre l'hiver pour maintenir un été permanent détruit le cycle tout entier. La vie humaine suit le même schéma. Les possibilités de la jeunesse se cristallisent autour des responsabilités de l'âge adulte qui s'ouvrent finalement sur la sérénité de la vieillesse. Chaque étape possède sa propre essence, sa propre justesse intrinsèque. Vouloir rester éternellement jeune ne préserve pas la vitalité de la jeunesse. Cela empêche l'émergence de la sagesse de la maturité. Yin et Yang. Le symbole est familier, un cercle divisé en deux parties, l'une sombre et l'autre claire, chacune contenant une graine de l'autre. Mais la profondeur de sa signification se perd dans son usage décoratif. Le yin et le yang ne sont pas des forces distinctes qui s'affrontent pour la domination. Ce sont des aspects complémentaires d'un tout unifié, chacun définissant l'autre, chacun contenant le germe de son opposé, chacun en relation dynamique constante. L'ombre et la lumière se créent mutuellement. Il ne peut y avoir de sommet sans vallée. La force n'a de sens qu'en relation avec la souplesse. L'action requiert du repos. Le son a besoin de silence. Chaque qualité dépend de son complément pour exister et donner un sens à sa vie. L'erreur consiste à considérer ces deux paires comme ennemis. Nous valorisons les qualités yang telles que l'activité, la force, la croissance et la réussite, tout en dévalorisant les qualités yin comme la réceptivité, la douceur, le déclin et le repos. La culture moderne est profondément biaisée en faveur du yang, convaincue que plus d'efforts, plus de croissance, plus d'activité résoudront tous les problèmes. Mais le yang sans yin devient rigide, agressif, fragile. L'activité constante sans repos mène à l'épuisement. L'affirmation pure et simple sans réceptivité engendre le conflit. Une croissance sans fin, sans période de consolidation produit le cancer. La sagesse réside dans la capacité à reconnaître le moment opportun pour chaque action. Quand avancer et quand reculer. Quand parler et quand écouter. Quand persévérer et quand céder. Quand ajouter et quand retrancher. Zhuangzi illustre ce principe par l'histoire d'un boucher qui utilise le même couteau depuis 19 ans sans l'aiguiser.
Son secret, il coupe entre les articulations, là où il y a de l'espace, plutôt que de trancher l'os. Il travaille avec la structure de la viande au lieu de forcer. C'est la danse du yin et du yang en action. Ni force yang à outrance, ni souplesse yin absolue, mais un mouvement réactif qui sait quand l'un ou l'autre est nécessaire. Dans les relations, le yang pur mène à la domination, le yin pur à la dissolution. La santé requiert les deux. La capacité d'affirmer ses besoins et celle d'accueillir ceux de l'autre, de maintenir ses limites tout en les laissant perméables, de dire sa vérité et d'écouter profondément. Puis, le bloc non sculpté. Avant même qu'un sculpteur ne touche la pierre, le bloc recèle une infinité de possibilités. Chaque statue qui pourrait être sculptée existe potentiellement dans la matière brute. Dès le premier coup de taille, les possibilités se réduisent. Chaque coup de taille suivant élimine peu à peu les options, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une seule forme. Le PU, le bloc brut, représente l'état de simplicité originelle, avant que le conditionnement ne nous façonne en des formes spécifiques. L'enfant possède le PU naturellement. Il n'a pas encore été façonné par une identité particulière, n'a pas accumulé de couches de concepts et de croyances, n'a pas appris à réprimer ses réactions spontanées. L'éducation, la socialisation et le développement psychologique impliquent tous un travail de fond. C'est indispensable. Nous avons besoin du langage, des connaissances culturelles et des compétences sociales. Mais le danger est de se laisser façonner à un point tel que l'on oublie la matière première, que l'on perd le contact avec la conscience inconditionnée qui existe avant tout apprentissage. Le projet taoïste n'est pas de redevenir un bloc brut. C'est impossible. Il s'agit de reconnaître que sous toutes les formes sculptées, la matière originelle demeure. On peut la toucher à travers les interstices de notre identité construite, dans ces moments où le conditionnement s'efface et où l'on réagit directement à la vie, sans le filtre de la pensée. Cela arrive parfois naturellement. En période de crise, quand on n'a pas le temps de se pencher sur son image de soi. Dans des moments d'absorption profonde, quand la conscience de soi s'estompe. Dans des états de flux, quand l'action surgit sans réfléchir. Ces aperçus révèlent que vous n'êtes pas identique à l'image que vous avez habituellement de vous-même. Lao Tseu vante sans cesse la simplicité plutôt que la complexité, le dépouillé plutôt que l'orné, le naturel plutôt que le sophistiqué. Il ne s'agit pas de primitivisme ni d'anti-intellectualisme, mais de reconnaître que les structures conceptuelles élaborées obscurcissent souvent la réalité au lieu de la révéler. Un scientifique, fort de 30 années d'études, pourrait observer une fleur et y déceler le genre, l'espèce, les adaptations évolutives, les processus chimiques. Un enfant, lui, voit une fleur. Sa perception est plus directe, moins influencée par les concepts. Les deux approches ont leur valeur, mais nous avons oublié comment accéder à cette immédiateté, comment percevoir ce qui est réellement présent plutôt que nos propres interprétations. Revenir au PU ne signifie pas abandonner la connaissance. Cela signifie l'aborder avec légèreté, ne pas la laisser remplacer complètement l'expérience directe. Rester en contact avec la conscience inconditionnée qui existait avant l'apprentissage et qui perdure en dessous. Méditez sans méditer. Asseyez-vous tranquillement. Concentrez-vous sur votre respiration. Observez les pensées qui apparaissent et disparaissent. Restez présent. C'est la méditation au sens commun du terme, une pratique formelle distincte de la vie quotidienne. Le taoïsme propose de telles pratiques, mais elles renvoient à quelque chose de plus fondamental, une qualité de conscience capable d'imprégner toutes les activités. Le but n'est pas d'atteindre des états particuliers durant la méditation, mais d'intégrer la conscience méditative à tout ce que l'on fait. Zhuangzi raconte l'histoire d'un cuisinier dont le couteau ne s'émousse jamais, car il coupe avec une telle précision, une telle attention, que la lame ne rencontre jamais de résistance. Il ne pense pas à couper. Il n'est pas distrait. Il est pleinement présent à sa tâche, et cette présence permet à l'action parfaite de se manifester naturellement. C'est la méditation en action. Non pas s'asseoir dans des postures particulières à des moments précis, mais porter toute son attention sur ce qui se passe ici et maintenant. Faire la vaisselle en pleine conscience est une forme de méditation. Marcher en étant attentif à chaque pas est une forme de méditation. Écouter quelqu'un avec une attention sans partage est une forme de méditation. La qualité cultivée n'est pas la concentration au sens d'une focalisation forcée, mais une vigilance détendue, une conscience claire qui ne s'accroche pas aux expériences ni ne les repousse, mais les laisse surgir et passer naturellement. Cela paraît simple, jusqu'à ce qu'on l'essaie. L'esprit a été conditionné à la distraction,
à être ailleurs, à planifier l'avenir ou à ressasser le passé, tandis que le moment présent nous échappe. Ramener son attention à l'expérience directe exige une douceur persistante, non la force. L'approche taoïste de la méditation privilégie la spontanéité à la technique. Il existe des méthodes pour s'asseoir, respirer, cultiver son énergie intérieure. Mais ce ne sont que des moyens, non des fins. Le but est d'atteindre une telle intégration que la méditation devienne naturelle, non pas comme une action, mais comme un état d'être. Vivre dans le présent. Le passé est mémoire, le futur est imagination. Seul le présent existe réellement. C'est une évidence. Et pourtant, nous passons la majeure partie de notre vie partout sauf dans le présent. Nous repassons en revue les événements passés, souhaitant qu'ils se soient déroulés autrement, et nous en construisons des récits pour leur donner un sens. Nous nous projetons dans l'avenir, nous inquiétant de ce qui pourrait arriver, prévoyant les imprévus, imaginant des scénarios. Pendant ce temps, le seul moment où la vie se déroule réellement passe inaperçu. Lao Tse affirme « Si vous êtes déprimé, vous vivez dans le passé. Si vous êtes anxieux, vous vivez dans le futur. Si vous êtes en paix, vous vivez dans le présent. » Ce modèle psychologique, bien qu'imparfait, met en lumière une vérité. La souffrance s'intensifie lorsque la conscience est partagée entre ce qui fut, ce qui pourrait être et ce qui est. La pratique taoïste consiste à ramener sans cesse son attention à l'expérience présente. Non pas comme une technique pour atteindre un futur état d'éveil, mais parce que la vie n'existe qu'ici et maintenant. Tout le reste n'est que construction mentale. Cela ne signifie pas que vous ne vous souvenez jamais et que vous ne planifiez jamais. Cela signifie que vous agissez dans les deux sens en étant pleinement présent. Vous utilisez la mémoire et l'imagination comme des outils sans en être esclave, sans perdre le contact avec la réalité qui se déroule dans l'instant présent. Observez un chat. Lorsqu'il chasse, il est totalement absorbé par sa tâche. Lorsqu'il se repose pleinement. Lorsqu'il joue avec une intensité totale. Il ne repense pas à ses chasses passées, ni ne se soucie de ses futurs repas. Il est pleinement concentré sur ce qu'il fait à l'instant présent. L'être humain a perdu cette capacité à cause de son don pour l'abstraction. Nous pouvons être physiquement présents tout en étant mentalement ailleurs, accomplissant des tâches machinalement tandis que notre attention vagabonde au gré de nos pensées. Cela engendre une insatisfaction sourde et constante, le sentiment de ne pas vivre pleinement car on n'est jamais vraiment présent. La pratique est simple mais exigeante. Lorsque vous marchez, marchez. Lorsque vous mangez, mangez. Lorsque vous écoutez, écoutez. Consacrez toute votre attention à chaque activité au lieu de la disperser entre plusieurs moments de votre vie. Acceptation et non-résistance. L'acceptation est souvent perçue à tort comme une résignation passive, un abandon et un laisser-aller. Or, l'acceptation taoïste est active, consciente et puissante. Tout commence par une perception claire de ce qui se passe réellement, sans les interprétations que vous en faites. Un événement survient. Votre interprétation y ajoute des couches de sens. C'est terrible. Cela ne devrait pas arriver. Cela gâche tout. Ces interprétations ajoutent de la souffrance à l'événement initial. Accepter, c'est voir clairement ce qui est, sans y ajouter de résistance. La douleur existe. Les situations difficiles existent. Accepter, ce n'est pas nier cela. C'est cesser de lutter contre la réalité, c'est cesser de s'obstiner à croire que ce qui est ne devrait pas être. Le Tao Te Ching l'explique ainsi. La nature ne se presse pas, et pourtant tout s'accomplit. La réalité se déploie selon ses propres schémas. Lutter contre ces schémas ne les change pas, cela ne fait qu'engendrer des tensions internes, cela se manifeste concrètement au quotidien. Les embouteillages sont fréquents, le corps vieillit, les relations évoluent, les projets professionnels ne se déroulent pas toujours comme prévu. Nul besoin de votre approbation, c'est ainsi. Deux options s'offrent à vous, soit résister à la situation, engendrant ainsi des souffrances par le décalage entre ce qui est et ce que vous attendez, soit accepter la situation et réagir en conséquence, plutôt que par la résistance. Accepter ne signifie pas rester inactif. Cela signifie agir en fonction d'une perception claire plutôt que d'une réaction émotionnelle. Cette distinction est essentielle. La résistance obscurcit le jugement, rend impulsif et empêche d'appréhender les situations avec suffisamment de lucidité pour y répondre efficacement. Accepter d'avoir perdu son emploi permet de réfléchir sereinement aux prochaines étapes. En revanche, résister à cette injustice gaspille toute votre énergie à ressasser le passé, à ressasser ce qui aurait dû se passer autrement,
et à vous laisser submerger par l'angoisse quant à ce que cela révèle de vous. Ces réactions sont contre-productives, elles vous empêchent d'agir efficacement. Simplicité. La vie moderne accumule les complexités comme des bernacles sur la coque d'un navire. Nous acquérons des possessions, des engagements, des relations, des objectifs, des identités, des responsabilités. Chacun semble nécessaire au premier abord. Ensemble, ils créent un poids qui ralentit tout. Le Tao Te Ching prône la simplicité à maintes reprises. Dans la quête du savoir, on ajoute chaque jour quelque chose. Dans la pratique du Tao, on en retire chaque jour quelque chose. La voie n'est pas celle de l'accumulation, mais celle de la soustraction. Non pas celle de l'ajout de pratiques et de techniques, mais celle de l'élimination de ce qui obscurcit la clarté naturelle. Cela s'applique aux possessions matérielles. Chaque objet que vous possédez sollicite votre attention. Ensemble, ils créent un environnement qui exige un entretien, une organisation et une protection constants. Simplifier votre environnement physique permet à votre attention de se reposer. Cela s'applique aux engagements. Dire oui à quelque chose, c'est dire non à tout le reste. L'accumulation des obligations disperse l'attention et l'énergie. Chaque engagement semblait important au moment de le prendre. Ensemble, ils créent une vie d'agitation éparpillée plutôt que de présence concentrée. Cela s'applique aux croyances et aux opinions. Chaque position conceptuelle que vous adoptez doit être maintenue, défendue face aux preuves contradictoires et intégrée aux autres croyances. Plus votre vision du monde est complexe, plus l'énergie mentale nécessaire pour en maintenir la cohérence est importante. L'exercice consiste à s'interroger sur ce qui est réellement nécessaire. De quoi peut-on se délester ? Qu'accomplissez-vous par habitude plutôt que par véritable besoin ? À quoi ressemblerait votre vie avec la moitié de vos biens, la moitié de vos engagements, la moitié de vos opinions ? Il ne s'agit pas d'atteindre une esthétique minimaliste. Il s'agit de créer les conditions permettant à la vitalité naturelle de s'exprimer sans être étouffée par l'accumulation. Naturelle. Observez les jeunes enfants avant leur socialisation complète. Leurs réactions sont immédiates, spontanées, tout à fait naturelles. Ils pleurent quand ils ont mal, rien de joie, demandent ce qu'ils veulent, disent non quand ils le pensent. Il n'y a aucun décalage entre ce qu'ils ressentent et ce qu'ils expriment. La socialisation nous apprend à réprimer nos réactions naturelles, à présenter une version socialement acceptable de nous-mêmes, à suivre des schémas prédéfinis plutôt que nos impulsions spontanées. Nécessaire à la civilisation, ce processus devient pathologique lorsqu'il substitue totalement la performance à la spontanéité. Le sage taoïste a intégré l'apprentissage social sans perdre l'accès à ses réactions naturelles. Il peut suivre les conventions lorsque cela est approprié, mais sans s'y laisser enfermer. Il réagit par émotion authentique plutôt que par obligation ou contrainte. Cela exige un courage immense dans une culture qui valorise le conformisme. Parler franchement, c'est s'exposer au rejet. Agir spontanément, c'est s'exposer au jugement. Il est plus sûr de suivre un discours convenu, de dire ce qu'on attend de vous, d'être celui ou celle que les autres souhaitent. Mais cette sécurité a un prix. On perd le contact avec ses véritables réactions, ses préférences authentiques, avec qui l'on est vraiment, au-delà des apparences. La vie devient une succession de rôles joués pour différents publics, et l'acteur oublie qu'il joue la comédie. L'exercice consiste à prendre conscience de l'écart entre la réaction naturelle et le comportement conditionné. Que ressentez-vous réellement par rapport à ce que vous pensez devoir ressentir ? Que désirez-vous vraiment par rapport à ce que vous croyez devoir désirer ? Êtes-vous en train de jouer un rôle plutôt que d'être simplement vous-même ? Cela ne signifie pas céder à toutes ces impulsions. Naturel ne rime pas avec primitif. Il s'agit de développer la capacité à ressentir clairement ses réactions naturelles et à choisir consciemment de les exprimer plutôt que d'être tellement coupé de ces sensations naturelles qu'il ne reste que des réactions conditionnées. Non-contestation. Le Tao Te Ching affirme « Le sage ne conteste pas, et pour cette raison même, nul ne peut contester avec lui. » Ce paradoxe révèle une vérité profonde sur la nature du conflit. La plupart des conflits naissent de la lutte entre deux positions qui s'affrontent pour la domination, chacune affirmant avoir raison et exigeant la soumission de l'autre. Il en résulte une escalade sans fin où la résistance rencontre la résistance, la force rencontre la force et toute résolution devient impossible. Ne pas contester ne signifie pas capituler. Cela signifie refuser d'entrer dans le schéma de l'opposition. Sans position à défendre, il n'y a rien à attaquer. Sans volonté d'avoir raison, il n'y a pas de bataille à gagner. Observez l'eau qui rencontre un obstacle. Elle ne lutte pas contre la pierre. Elle ne conteste pas sa présence. Elle la contourne.
La pierre demeure. L'eau poursuit son cours. Aucun conflit n'existe car l'eau ne s'oppose pas à ce qui la bloque. Appliqué aux interactions humaines, ce principe transforme les relations. Lorsqu'une personne attaque, elle s'attend à une riposte. En l'absence de riposte, toute la dynamique bascule. Sans résistance à laquelle s'opposer, l'agression s'apaise souvent. Cela implique de dépasser le simple contenu superficiel des conflits pour en comprendre la structure sous-jacente. Les gens ne se battent généralement pas pour ce qu'ils prétendent être l'objet de leur querelle. Ils se battent en réalité pour défendre leur identité, garder le contrôle, éviter d'être vulnérables. En prenant conscience de cela, on peut s'attaquer aux problèmes de fond au lieu de s'enliser dans des querelles superficielles. L'exercice consiste à prendre conscience de l'impulsion à contester, à prouver qu'on a raison, à gagner la discussion. Ressentez cette impulsion sans y céder. Observez ce qui se passe lorsque vous renoncez à ce besoin d'avoir raison. Mort et transformation. Chaque culture élabore des stratégies complexes pour faire face à la mortalité. La religion promet la vie éternelle. La philosophie offre des théories réconfortantes. La médecine lutte pour repousser l'inévitable. Nous déployons une énergie considérable à tenter de faire comme si la mort n'était ni réelle ni pertinente. Le taoïsme adopte une approche différente. La mort n'est pas distincte de la vie, mais son complément nécessaire. La naissance et la mort sont des phases d'un cycle de transformation infini. La forme change, mais rien ne se perd, car rien n'a jamais été séparé de la vie. L'épouse de Zhuangzi mourut. Des visiteurs le trouvèrent en train de chanter et de jouer du tambour sur un bol. Choqués par son insensibilité, ils lui demandèrent pourquoi il avait d'abord pleuré, mais qu'ensuite il avait réfléchi. Avant sa naissance, elle n'avait ni forme, ni substance, ni même d'énergie vitale. Tout cela avait surgi, pris temporairement la forme de son épouse, puis s'était transformé à nouveau. Elle était retournée à l'immense transformation des choses. Pourquoi se lamenter et pleurer alors qu'elle n'avait fait qu'achever un cycle naturel? Ce n'est ni froid ni insensible. C'est percevoir la mort avec lucidité, sans le prisme déformant de la terreur de l'ego. La vague s'écrase sur le rivage et disparaît. Mais elle n'a jamais été séparée de l'océan. Seule sa forme particulière était éphémère. Nous craignons la mort parce que nous nous identifions exclusivement à une forme particulière, à ce corps, cette personnalité, cette biographie. Lorsque l'on comprend que l'on est essentiellement la conscience au sein de laquelle toutes les formes apparaissent et disparaissent, la mort perd sa terreur absolue. Cela ne rend pas le deuil mauvais ou inapproprié. L'amour pour certaines formes est réel. La perte est réelle. Mais au-delà de la perte, il peut y avoir l'acceptation que la transformation est naturelle, que le cycle se poursuit, que ce qui apparaît comme une fin est aussi un commencement. Vivre avec cette compréhension change tout. On apprécie chaque instant plus intensément, sachant qu'il est éphémère. On aborde les relations avec plus de légèreté, reconnaissant de leur présence sans exiger qu'elles durent éternellement. On participe pleinement à la vie tout en reconnaissant son caractère transitoire. Intégration. Le cheminement à travers la sagesse taoïste ne mène pas à une destination. Il révèle que vous êtes déjà chez vous, déjà complet, déjà tout ce que vous cherchiez. Le problème n'a jamais été de croire qu'il vous manquait quelque chose. Le problème était de croire qu'il vous manquait quelque chose. Lao Tse écrit « Sans sortir, on peut connaître le monde entier. Sans regarder par la fenêtre, on peut apercevoir les voies du ciel. Plus on s'éloigne, moins on en sait. Ainsi, le sage sait sans voyager, voit sans regarder, accomplit sans agir. » Il ne s'agit pas de rejeter la connaissance ou l'expérience. Il s'agit de reconnaître que la vérité fondamentale sur l'existence ne se découvre pas en accumulant plus d'informations ou en atteignant des états particuliers. Elle se découvre en voyant clairement ce qui est déjà présent. Vous n'êtes pas séparé du Tao, vous ne l'avez jamais été. Le sentiment de séparation est une illusion d'optique créée par l'identification exclusive à une infime partie de votre être. Derrière l'ego construit, sous tous les schémas acquis, avant tous les concepts et croyances, la conscience est simplement. Cette conscience ne vous appartient pas. Vous apparaissez en son sein. Les pensées y surgissent. Les sensations s'y manifestent. Tout le jeu de l'expérience se déploie au sein de cette présence spacieuse, sans frontières, sans limites, sans besoin. Quand on reconnaît cela directement, non comme un concept mais comme une réalité vécue, la souffrance ne s'intensifie pas. Elle prend fin. Non pas parce que la vie devient parfaite ou que les problèmes disparaissent, mais parce qu'il n'y a plus de moi séparé qui perçoit ces conditions comme des menaces à son existence.
La vague prend conscience qu'elle est l'océan. La goutte reconnaît qu'elle est l'eau. La personne voit sa conscience temporairement identifiée à une forme particulière. Voilà ce que le vieux maître montrait du doigt sur la rive. L'eau qui s'écoule autour des rochers, sans résistance, sans effort, sans souffrance. Juste un mouvement naturel, en harmonie avec les circonstances, en pleine présence à ce qui est. L'élève finit par comprendre, non pas en y réfléchissant, mais en laissant la compréhension émerger naturellement lorsque l'esprit s'apaise suffisamment pour percevoir ce qui a toujours été ainsi. Tu es le Tao qui s'expérimente à travers cette forme particulière. Tout ce que tu as cherché est déjà en toi. Le voyage s'achève là où il a commencé, mais tu le vois clairement pour la première fois. Cesse d'essayer de devenir. Sois simplement. Arrêtez de forcer le cours de la rivière. Laissez-vous porter par elle. Cesse de t'accrocher à la vie. Laisse-la te traverser. C'est le chemin sans sentier, la porte sans porte, la voie qu'on ne peut emprunter car on y est déjà.